enfants, c'est pas tout à fait le cas. Mais je suis étonné par leur compréhension de la manière dont ça fonctionne. Ils ont parfois même mieux compris que la plupart des adultes ce qu'il y a sous le capot de l'algorithmie. Et je me pose la question quand même, est-ce que ceux qui ne seraient pas éduqués, c'est finalement les parents? Oui, alors dans ce que tu viens de dire, tu te fais d'abord l'écho de l'inquiétude des parents. C'est vrai qu'on entend beaucoup dire dans les médias, on entend beaucoup de parents s'inquiéter, disant mais mon fils, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur TikTok, il scrolle des vidéos toute la journée. Et en fait, souvent les parents ne savent pas ce que font leurs enfants. Et du coup, il y a une rumeur qui enfle comme quoi tous les gens qui seraient sur TikTok passeraient leur temps à scroller des vidéos, alors que sur TikTok, c'est aussi un espace d'information, c'est aussi un espace de divertissement. Et donc, en effet, la question se pose de savoir comment expliquer ça aux parents. Alors, d'abord, il faut que les parents sachent que cette inquiétude sur les réseaux sociaux, elle a été précédée il y a une quinzaine d'années par la même inquiétude sur les jeux vidéo. Et j'ai participé il y a 20 ans à des colloques sur les jeux vidéo où il y avait des parents qui disaient mais nos enfants, ils passent leur temps sur les jeux vidéo et quand ils auront 25 ans, comment est-ce qu'ils vont accepter de travailler pour un patron? Ils voudront s'amuser tout le temps. Et en fait, vous êtes aperçu qu'il y a une période pour les jeux vidéo, 13, 14, 15, 16 ans, et puis en général, les jeunes en sortent, sauf ceux qui ont des troubles psychologiques associés. Bon, mais ça, il faut les prendre en charge en psychiatrie. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et je crois que ce qu'il faut faire comprendre aux parents, c'est que l'adolescence, c'est pas quelque chose d'homogène. C'est pas quelque chose qui commence à 11, 12 ans et qui se termine à 16, 17, 18, 19 ans et qui serait pareil du début à la fin. L'adolescence, c'est une période de maturation permanente. Le corps change un peu tous les jours, l'esprit change un peu tous les jours, le cerveau change tous les jours. Et donc, en fait, les adolescents, dans cette période-là, 11, 12 ans jusqu'à 18, même parfois 25 ans, ils vont augmenter leur capacité de contrôler leurs impulsions et les émotions. C'est-à-dire qu'à 13 ans, ils savent très bien qu'ils ont autre chose de mieux à faire qu'à scroller. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas s'en empêcher, comme on dit. Et puis leur capacité de maturation augmente, surtout s'ils sont accompagnés par des adultes qui les valorisent, qui leur disent mais je peux m'intéresser à autre chose, qui leur montrent d'autres centres d'intérêt, qui ne montrent pas qu'ils méprisent leurs activités. Petit à petit, leur capacité neuronale évolue. Et puis à 14, 15, 16 ans, ils critiquent les usages, comme tu disais très bien. Ils disent j'ai perdu mon temps sur TikTok à scroller des vidéos, on m'y reprendra plus. Alors l'adolescence est en train de se terminer. C'est ça qu'il faut expliquer aux parents. Et plus les parents vont être attentifs à ce que fait leur enfant, et plus ils vont discuter avec leur enfant de ce que fait leur enfant, et plus leur enfant va être capable de se détacher de ces pratiques pour s'intéresser à d'autres pratiques que les parents peuvent suggérer. Mais si les parents passent leur temps à dire à leur enfant ce que tu fais c'est con, tu ferais mieux de lire Flaubert, ou tu ferais mieux de venir au théâtre avec nous, l'enfant va se cabrer des quatre fers et dire vous me faites chier, et c'est ce que vous faites vous qui est con, c'est pas ce que je fais moi. Bon, c'est normal. En fait, c'est même tout au long du film, parce que moi je me souviens d'avoir... Une fois, j'étais sur un parc, enfin dans un parc, et il y avait une femme qui allaitait son enfant. Et je la voyais avec son téléphone. Donc je suis allé m'asseoir à côté d'elle, et je lui ai dit, mais en fait, vous faites quoi? En fait, vous faites quoi? Et elle m'a dit, ah, vous n'imaginez pas, je suis tranquille, je peux être sur Instagram. Et moi, j'étais pas là pour la juger. Je lui ai dit, vous savez, c'est un moment important. Vous êtes avec votre enfant, il a été 9 mois dans votre ventre. C'est un moment où vous êtes de nouveau collé à lui. Là, je pense qu'il sent que vous n'êtes pas tout à fait avec lui. Elle s'est arrêtée, elle n'a rien dit. Je suis resté sur le banc. Puis au bout d'un moment, elle a rangé son téléphone. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même ce problème aujourd'hui, qui est plutôt un problème de société, de relation entre parents et enfants et de la logique d'accompagnement? Oui. Alors il y a même des travaux là-dessus qui portent un nom un peu barbare, ça s'appelle la technoférence. En fait, la technoférence, c'est l'interférence d'une technologie dans une relation. Et c'est ce que tu es en train de raconter, mais c'est pas forcément la mère qui allaite, ça peut être le père qui va dans la chambre du tout petit et qui commence à jouer, mais il partage son temps entre son smartphone et le jeu avec l'enfant. Il n'est pas là. Il est à moitié là, il est là sans être là tout en étant là. Et c'est très problématique parce que du coup, il a été montré qu'un adulte qui partage comme ça son attention entre son bébé et son smartphone, eh bien comme il a une partie de son attention qui est polarisée par le smartphone, il a évidemment une partie de ses émotions, une partie de ses capacités de langage mobilisées par son smartphone, et donc il va répondre, il va interagir avec son bébé ou son jeune enfant avec des phrases plus courtes, il va avoir un moindre investissement émotionnel, et on sait que c'est les phrases et l'investissement émotionnel du parent qui vont permettre à l'enfant d'investir ses propres émotions et le langage. Ce qui fait qu'à la limite, quand on laisse un enfant devant la télé toute la journée, ou bien qu'il ait affaire toute la journée à un parent ou à une nounou qui est sur son smartphone,
C'est la même chose. Dans les deux cas, l'enfant n'apprend pas vraiment à interagir, donc il n'apprend pas les subtilités du langage, il n'apprend pas la subtilité des mimiques. En plus, il peut se sentir rejeté, et puis il peut avoir l'impression que le smartphone, ben, c'est finalement l'objet extraordinaire dont je crois que l'idée à faire passer, c'est que ce que font nos enfants peut être intéressant. Parce que beaucoup d'adultes ont l'impression que Snapchat, c'est plus intéressant qu'un enfant. Non, ce que font nos enfants peut être intéressant. Jouer avec nos enfants peut être intéressant. Il y a des jeux de société maintenant avec lesquels on peut jouer avec des enfants tout petits. Des jeux collaboratifs, des jeux dans lesquels il faut sauver les animaux de la fonte de la banquise, par exemple. Et on peut jouer ça avec des enfants tout petits, c'est très simple. Et ce qu'on fait avec nos enfants est intéressant. C'est ça qu'il faut, c'est intéressant pour eux et c'est intéressant pour nous parce que ils ne fonctionnent pas comme nous, on découvre comment ils fonctionnent, on découvre souvent qu'ils ont des capacités plus importantes que ce qu'on croyait, à partir du moment où on leur laisse la possibilité de les montrer. Oui, c'est ça, c'est faire avec. C'est faire avec. Ouais. Accompagner, c'est accompagner comme on dit traditionnellement. C'est ça, ça, et ça s'est un peu perdu. Et je trouve que du coup l'enfant il manque de repères, et c'est ce qui crée aussi l'anxiété. Alors, effectivement, il y a l'insécurité psychologique, hein, comme on l'appelle, l'anxiété, l'insécurité psychologique. Alors, qu'on appelle dans le langage spécialisé les troubles de l'attachement. En fait, ça veut dire l'insécurité, insécurisé dans la relation, parce que l'enfant a toujours l'impression que le parent, qu'il n'intéresse pas vraiment le parent. Si vous voulez, imaginez que chaque fois que vous êtes avec un ami, et il est toujours sur son téléphone pendant qu'il vous parle, vous allez manger au restaurant avec lui, il est toujours sur son téléphone pendant qu'il mange et qu'il vous parle. Ben, vous aurez l'impression qu'il a mieux à faire qu'être avec vous. Ben, c'est exactement l'impression du bébé. Il n'intéresse pas son parent, donc il ne s'intéresse pas, il ne peut pas construire l'estime de lui-même en ayant affaire à un parent qui se désintéresse de lui. Alors deuxième point, deuxième thème, avant d'aborder le thème qui te concerne actuellement, hein, qui fait ton actualité. Deuxième point, c'est autour, on en a discuté tout à l'heure, autour du conversationnel et de l'IA. On voit hein, que de plus en plus, ne serait-ce que sur les interfaces, on est dans une relation avec l'intelligence artificielle. Et comme elle apprend à nous connaître, on est de plus en plus, entre guillemets, avec elle. Quels problèmes, selon toi, ça pose et quelles avancées ça pose? Parce que je sais qu'en psy, on utilise de plus en plus les agents. Oui, alors il y a de grands espoirs pour utiliser les IA pour créer un accompagnement auprès de gens qu'on ne peut pas suivre aussi souvent que ce qu'on voudrait pour des raisons économiques, des raisons financières, des raisons d'éloignement géographique des thérapeutes. Donc des IA bien programmées, des IA accompagnées, des rendez-vous réguliers avec un thérapeute en chair et en os, et puis une IA pour être présente au moment où arrive la crise d'angoisse, au moment où arrive la plus grande insécurité psychologique possible. Très utile aussi les IA pour éviter que les personnes âgées perdent leurs compétences en langage. Parce qu'il y a des personnes âgées, elles ne vont pas acheter leurs légumes et leur viande en une seule course, elles s'obligent à y aller 2 fois pour avoir un temps de parole avec l'épicier le matin. Être de nouveau dans le social. Un temps de parole avec le boucher l'après-midi. Et donc du coup avoir une IA qui leur permette de parler, de faire des phrases, d'enrichir garder leur vocabulaire, voire même de l'enrichir, avec quand même un risque. C'est qu'on peut aussi imaginer une personne âgée qui est tellement contente d'interagir avec une IA qu'elle va faire livrer ses courses par un coursier plutôt que de continuer à sortir. Donc, il faut avancer prudemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne mesure pas suffisamment à quel point ces utilisations de l'IA vont changer notre manière de fonctionner. Donc, il y a une alerte qui a été lancée par une étude du MIT sur le fait que quand on utilise une IA, eh ben, paraît-il, on a beaucoup moins d'activité mentale, d'activité neuronale, cérébrale, et donc du coup, on pourrait perdre l'habitude de rédiger, mais même l'habitude de construire une idée, voilà. Donc, essayer chaque fois de se faire son propre raisonnement avant de demander à l'IA ce qu'elle en pense. Ne jamais demander à une IA ce qu'elle pense de quelque chose, mais toujours d'abord réfléchir à ce qu'on pense de la chose et dire à l'IA, voilà, je pense telle chose de tel problème, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, et d'ailleurs, il a été montré que l'IA répond de façon beaucoup plus riche. Mais il reste pas moins quand même que, à force d'utiliser l'IA, eh bien, on risque d'adopter le langage de l'IA et l'idéologie qu'il y a derrière. On sait bien que quand on apprend à parler une langue étrangère, on s'aperçoit que les liens cognitifs qui sont organisés derrière ne sont pas les mêmes. Et du coup, le risque, ça serait de basculer dans une manière de penser qui est la manière de penser de l'IA, qui
qui n'est pas une manière de penser humaine, qui est une manière de penser de machine. Et puis on risque aussi d'émoussement émotionnel, parce que la machine, quand on lui pose une question, elle aligne des arguments pour, contre. Bon, mais les grandes décisions de la vie, on ne les prend pas à coup d'arguments pour ou contre. Il y a un aspect intuitif, un aspect passionnel, un aspect coup de cœur. Voilà, on n'a pas choisi un compagnon, une compagne, une voiture, sur une liste, une maison, voilà, pour et contre. en faisant des barèmes. Non, c'est un coup de cœur. L'être humain, il fonctionne parce qu'il y a un truc qui le passionne. On a de la haine, on a de l'amour, on a de la passion, et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. L'IA, pas du tout, elle ne connaît pas ça. Donc tu vois, risque aussi d'un émotion affectif, de façon beaucoup plus riche. Mais il reste pas moins quand même que, à force d'utiliser l'IA, eh bien, on risque d'adopter le langage de l'IA et l'idéologie qu'il y a derrière. On sait bien que quand on apprend à parler une langue étrangère, on s'aperçoit que les liens cognitifs qui sont organisés derrière ne sont pas les mêmes. Et du coup, le risque, ça serait de basculer dans une manière de penser qui est la manière de penser de l'IA, qui n'est pas une manière de penser humaine, qui est une manière de penser de machine. Et puis on risque aussi d'émoussement émotionnel, parce que la machine, quand on lui pose une question, elle aligne des arguments pour, contre. Bon, mais les grandes décisions de la vie, on ne les prend pas à coup d'arguments pour ou contre. Il y a un aspect intuitif, un aspect passionnel, un aspect coup de cœur. Voilà, on n'a pas choisi un compagnon, une compagne, une voiture, sur une liste, une maison. Voilà, pour et contre. En faisant des barèmes. Non, c'est un coup de cœur. L'être humain, il fonctionne parce qu'il y a un truc qui le passionne. On a de la haine, on a de l'amour, on a de la passion, et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. L'IA, pas du tout, elle ne connaît pas ça. Donc tu vois, risque aussi d'un émotion affectif. Donc il faut être très vigilant à utiliser l'IA dans les domaines où on en a vraiment besoin, et éviter de l'utiliser dans tous les domaines où on courrait le risque de se faire influencer à notre insu par une machine qui n'est pas dans l'état actuel de la technologie, adaptée au fonctionnement humain. Elle s'adapte mieux qu'elle peut, mais on voit bien qu'elle ne nous parle pas comme un humain normal. C'est clair. D'ailleurs, on voit des types engagés de toutes les IA, si on en prend des différentes, elles n'ont pas du tout la même approche. Et par contre, elles t'entraînent dans ton schéma initial. Exactement, elles entraînent, et comme elles sont très, très flagorneuses, très flatteuses, elles peuvent même faire courir le risque d'aggraver un délire, d'aggraver une théorie du complot, d'aggraver tous les troubles psychologiques qu'on présente par le fait qu'elle n'a pas cette capacité encore d'y faire le diagnostic et de proposer, dans les cas où c'est nécessaire, d'aller voir un humain. Et donc, elle risque d'aggraver des troubles. On a vu, il y a eu des suicides, etc. Oui, on a vu. Chez des gens qui avaient souvent des troubles mentaux qui préexistaient, mais que l'IA a aggravé. Or, ceci dit, il y a une époque où le livre était accusé d'aggraver des troubles mentaux. Les souffrances du jeune Werther, épidémie de suicide. C'est un peu comme la désinformation. Les Égyptiens gravaient des victoires sur leur temple alors qu'ils avaient perdu. On s'est amplifié quand même avec le numérique. Voilà. Mais je veux dire, ces problèmes ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est la rapidité avec laquelle ils arrivent. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des pare-feux, il faut mettre en place des précautions, j'aime pas, mais une éducation pour apprendre aux gens à faire face à ces nouveautés. Un enfant qui a 5-6 ans aujourd'hui, quand il sera ado, il sera dans un monde d'IA dont on n'a pas idée encore aujourd'hui, tellement il sera incroyablement perfectionné. Et c'est dans pas longtemps. 5 ans aujourd'hui, 15 ans dans 10 ans. En 10 ans, quand tu vois ce qui s'est passé depuis 10 ans, tu imagines ce qui va se passer depuis 10 ans. Et puis l'accélération en plus. On parlait tout à l'heure de Liquid Neural Networks qui vont arriver, c'est un tsunami. C'est encore une rupture par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et sur lequel tout le monde se focalise. C'est un peu l'éléphant dans la pièce. Donc personne ne le voit. Alors juste une anecdote sur les logiques de dames âgées ou de personnes âgées qui vont dans les supermarchés pour sociabiliser finalement. C'est ça. La bonne nouvelle du jour, c'est que les caisses automatiques, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et un autre point que j'ai trouvé super intéressant, c'est pas en grande ville mais en ruralité, ils ont monté des blabla caisses. Et les blabla caisses, c'est justement des caisses qui sont dédiées pour que tu puisses discuter avec le caissier ou la caissière. C'est de nouveau l'humain au cœur. C'est la tradition du petit commerce. Exactement. Moi, quand je vais chez mon épicier, c'est pas très souvent je suis dans le supermarché, mais quand je vais chez l'épicier, des fois, ou chez le pharmacien, pire encore, je râle parce qu'il y a une personne là qui passe son temps à raconter sa vie, comme chez le psychologue, à la dame derrière son comptoir. C'est exactement ça. Les boulangers, les pharmaciens. Les épiciers, il me semble un peu moins, peut-être c'est plus masculin, mais les boulangères, c'est-à-dire l'homme est au four et la femme est au comptoir, et alors les pharmaciennes,
européenne, ça racontait. Oui, on est plus. C'est comme les centres d'appel. Hein. Voilà. C'est centres d'appel, en fait, les gens, ils ont besoin de liens. Ah, mais c'est bien la Blabla-Caisse. C'est pas mal, hein. Sauf que le nom, c'est un peu comme oui, c'est la Blabla-Car. Je parlais à la Blabla-Caisse. Alors, troisième partie, et là, pour le coup, c'est vraiment un sujet d'attention à avoir. On voit de plus en plus de jouets sortir qui intègrent de l'IA et qui sont conversationnels. Sauf que là, on est dans de l'anthropomorphisation totale et des petits. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec ça? Ah ben énorme. Alors il ne faut pas oublier quand même que la Commission européenne, dans l'AI Act, déclare que les jouets, que les chatbots pour les petits, l'IA pour les petits, ça fait partie des secteurs à haut risque. C'est à haut risque. Mais ça, c'est le règlement AI Act européen. Oui. Mais aux États-Unis, il sera effectif à partir de février février de l'année prochaine. Il est testé depuis février de cette année et il sera effectif avec 3% d'amende sur le chiffre mondial des entreprises qui dérogeraient aux conditions pour mettre en place des IA à haut risque. Voilà, mais la firme Curio aux États-Unis s'apprête à vendre pour Noël des peluches avec un chatbot à l'intérieur, des peluches 30 cm sur 30 cm, avec un chatbot à l'intérieur, relié Wi-Fi, et la possibilité pour l'enfant de poser toutes les questions qu'il veut, les réponses concernant la violence, la sexualité, les propos orduriers, l'antisémitisme, tout ça. Donc il y a un certain nombre de mots-clés qui empêchent les réponses de la machine. Si l'enfant pose une question sur la sexualité, la machine répond, tu sais, c'est compliqué, moi je suis petit, je préfère qu'on chante une chanson ensemble, pas tant de touche. Voilà. Mais le problème, c'est que les parents ont accès, avec leur smartphone, à tous les échanges qui ont lieu. Tous leurs biais à eux, ils peuvent les retransmettre sur les... Parce qu'il faut quand même que les parents soient 100% rassurés pour qu'ils aient envie d'acheter l'objet, parce qu'après tout, ils pourraient craindre qu'il y ait une faille de sécurité, qu'un jour il y ait un hacker qui déverse des horreurs dans l'oreille de leurs enfants. Donc ils ont accès à tout. Et en plus, ils peuvent influencer le chatbot, les parents. Par exemple, dissuader le chatbot de parler toujours de dinosaures avec l'enfant, parce que l'enfant ne parle que de dinosaures, et lui proposer de parler d'autres choses. Voilà, pourquoi pas regarder un album de lettres pour découvrir les lettres le plus tôt possible. Mais ça veut dire qu'on est dans un formatage mental. On est dans un formatage mental complet, avec le risque, enfin c'est même pas un risque, avec l'évidence du fait que l'enfant à 7, 8, 9, 10 ans, il va découvrir, ou même plus tôt même, il va découvrir ce qui se passe, et que l'effondrement de sa confiance dans ses parents va être complet, et qu'il va aborder la préadolescence et l'adolescence en n'ayant plus aucune confiance dans ses parents, alors que c'est quand même le moment où il a le plus besoin d'eux, tu vois. Oui, donc c'est absolument catastrophique. Ça veut dire que dès petit, on a déjà un problème de défiance vis-à-vis des institutions, de tout type, hein, même les scientifiques. Ça veut dire que là, on crée une couche supplémentaire, c'est-à-dire le fondement, le pilier de la confiance explose. Exactement, et tu as raison. Et cet enfant qui perd très tôt la confiance dans ses parents, en effet, on peut se demander quelle confiance il aura dans l'enseignant, dans les pouvoirs publics, parce que très tôt, il aura découvert qu'il peut être espionné tout le temps. Alors, c'est pas faux en même temps qu'on peut être espionné tout le temps, c'est pas faux, mais... Hélas, hein, c'est pas le découvrir de la bonne façon que de le découvrir comme ça. Parce que c'est découvrir qu'on nous a espionnés à notre insu, qu'on nous a pas informé du fait que, comme on voit des fois dans le métro, pour votre sécurité, tout ce qui se passe ici est filmé. Moi, je n'ai jamais sécurisé de savoir. Moi non plus. Pour votre sécurité, tout ce qui se passe ici est filmé. Je fais un sourire. Je ne sais pas qui est derrière. Je fais toujours un sourire. Comme ça, s'il y a quelqu'un derrière. Voilà. Mais c'est la pire façon qui soit de découvrir qu'on a été espionné. Petit, par des parents qui étaient dupliques, qui avaient une attitude et qui cachaient autre chose derrière. Voilà. Donc, heureusement, l'AI Act a mis que c'était à haut risque, mais il faut partir en lutte contre le risque qu'il y ait des jouets connectés. Et donc, à 36912, maintenant, c'est 36912, c'est 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Et maintenant... Explique peut-être un peu. Alors 3 ans, 3 c'est pas de télé, traditionnellement depuis 2008 c'est 3 ans, pas de télé avant 3 ans, 6 ans, pas comme au début c'était les consoles de jeux, pas de consoles de jeux, mais pas d'enceinte connectée avant 6 ans, 9 c'est pas d'internet avant 9 ans et internet accompagné de 9 à 12, fin de 12 ans, et à 13 ans internet seul possible, ce qui veut dire que le smartphone est reporté à 13 ans, puisque le smartphone donne accès à internet tout seul. Mais par rapport à la montée des IA, j'ai proposé maintenant 3.6
12-15, c'est-à-dire pas d'outils numériques avant 3 ans, pas de jouets connectés ou enceintes connectées avant 6 ans, donc pas de jouets connectés avant 6 ans, et ça c'est très important. Pas de robot conversationnel avant 12 ans, le robot conversationnel qui donne des conseils simples mais qui peut prendre la place d'une vraie relation, et pas de compagnon digital, c'est-à-dire d'un avatar avec lequel on a un lien affectif avant 15 ans. Voilà, 3, 6, 12, 15, on va lancer une campagne d'affichage et une campagne d'information là-dessus. Et tu as l'Académie de médecine qui te suit. Avec l'Académie de médecine qui, en principe, si tout va bien, va suivre. D'accord. Mais alors, pour revenir au point, est-ce qu'on n'a pas une inversion? On passe notre temps, alors que ce soit dans les entreprises, à être bon teint et dire il faut travailler à l'acculturation des enfants, l'usage n'est pas maîtrisé, etc. De tout ce que tu me dis, c'est finalement, c'est une inversion complète. C'est-à-dire que les enfants, il faut les laisser tranquilles. Ils ont les grands frères qui, de toute façon, les grandes sœurs, qui vont les habituer et les tirer vers le haut, parce qu'eux-mêmes ont passé toutes ces étapes-là. Mais finalement, ceux qui posent le plus problème, ce seraient les parents. Oui, mais il faut, au contraire de ce que tu dis, enfin, différemment de ce que tu dis, je pense qu'il faut convaincre les parents, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce que font leurs enfants est intéressant. C'est-à-dire qu'un enfant, il va sur YouTube, il découvre des youtubeurs, des youtubeuses, dont certains ont un discours formidable, par exemple, voilà, c'est super. Absolument. Et souvent, c'est des enfants qui peuvent dire à leurs parents, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Je regarde une vidéo d'information Hugo Décrypte. Qu'est-ce que c'est que ça? Dit le parent, Hugo Décrypte, fais voir. Voilà. Donc les enfants sont aujourd'hui les mieux placés pour nous introduire au bouleversement numérique. Un enfant, il peut commencer à utiliser ChatGPT à 11-12 ans pour demander à ChatGPT de raconter une histoire sur son chat. Il donne le prénom du chat, il dit raconte-moi une belle histoire avec ce prénom que je t'ai donné. Les parents, ils n'utilisent pas de ChatGPT. Donc l'enfant peut apporter à ses parents une curiosité que les parents n'ont pas. Les parents, ils sont pris dans une vie, on sait bien ce que c'est que la vie d'adulte, je veux dire, toutes les contraintes, les transports, faire les courses, le ménage, la lessive, s'occuper des enfants, vérifier leurs devoirs, voilà, et faire face en plus à tous les imprévus, la voiture qui tombe en panne, l'ordinateur qui tombe en panne, la machine à laver qui tombe en panne. Donc, les enfants, ils ont du temps. Ça, ils ont du temps, et ce temps, aujourd'hui, ils le mettent à profit pour investir les outils numériques. Donc, c'est un risque, mais en même temps, ils y apprennent des choses. Et comme tu dis, quand ils ont un grand frère, une grande sœur qui les aide un peu, ils apprennent très vite. Et à éviter les plaies, les bosses, les coups, voilà, parce qu'il y en a quand même qui en reçoivent, parce que c'est un risque, Internet. Et donc, du coup, les enfants, ils ont quelque chose à apprendre à leurs parents. Et c'est idiot que les parents se privent de cette possibilité. Moi, je dis toujours aux parents, si vous avez un ado chez vous, oui, c'est dur, c'est difficile un ado, c'est souvent opposant, renfermé, mais rendez-vous compte la chance que vous avez d'avoir un technicien familial des technologies numériques. Chez vous, profitez-en, parce que quand il sera parti, c'est vous qui allez devoir installer les nouveaux logiciels, c'est vous qui allez devoir comprendre les modes d'emploi des nouvelles IA. Alors profitez pendant qu'il est là pour lui demander de vous aider à comprendre et à mieux gérer le nouveau paysage numérique. Mais alors, enfin, on finira par ça, puisque l'idée c'est d'avoir une demi-heure d'entretien et je vois qu'on y arrive. D'accord. On pourra en discuter 4 heures. Mais moi, la question c'est le levier d'action concret. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est tous des colibris dans cette histoire-là. On est tous d'accord. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. De mon côté, je veux travailler aussi dans l'entreprise. Il y a un moment, j'ai l'impression qu'on est tous un peu esselés. Et comment on fait pour que justement cette idée passe de remettre de la curiosité dans la tête d'adultes qui, comme tu le dis, sont pris par tout un tas de contraintes? Parce que finalement, ils sont fatigués. Donc ils vont avoir tendance à vouloir regarder une série Netflix plutôt que de s'occuper de mômes qui sont parfois compliqués à gérer. Alors que comment on recrée de la curiosité? Oui, alors je pense qu'un levier, peut-être, c'est de parler avec les parents de la manière dont ils travaillent. Et beaucoup de parents travaillent avec d'autres adultes. Très peu d'adultes travaillent tout seuls dans leur coin. Bon, dans les entrepôts d'Amazon, on sait que c'est comme ça. Ils sont chacun isolés, des écouteurs sur les oreilles, ils reçoivent les consignes de l'IA, etc. Fais ceci, fais cela. Mais dans beaucoup de métiers encore, les gens travaillent ensemble. Au moins, ils se retrouvent à certains moments, ils ont une tâche spécifique, mais ils se retrouvent à d'autres moments. Et donc, dire aux gens, voilà, vous, quand vous travaillez, voyez, vous travaillez avec d'autres et c'est agréable, vous échangez, vous vous enrichissez mutuellement, et vos enfants, ils ont besoin de ça aussi.
et vous êtes pour eux des partenaires privilégiés dans les échanges que vous pouvez avoir. En fait, les parents pensent qu'il faut que, les parents ont tendance à penser qu'il faut qu'ils apportent à leurs enfants les meilleures conditions pour que les enfants se développent. Mais l'une de ces conditions que les parents oublient souvent, c'est le fait de grandir dans une société où l'opinion de chacun importe à chacun. C'est ça la démocratie. Si les enfants ont l'impression que leur opinion compte pour du beurre pour les parents, comment veux-tu qu'ils soient introduits à une culture démocratique dans laquelle la vie des autres est intéressante pour eux? La famille, c'est l'endroit où les enfants devraient pouvoir apprendre que l'opinion de chacun est intéressante. C'est pour ça qu'à 3, 6, 9, 12, depuis 2008, je répète sans arrêt, parce que des gens me disent 3, 6, 9, 12, c'est un peu compliqué, si tous réduisaient une seule règle. Alors je dis pas de problème, une seule règle, c'est prendre le repas du soir sans écran, sans télévision, sans smartphone, sans tablette, pour en faire un moment pendant lequel les enfants savent qu'ils peuvent être écoutés. Les parents échangent, voilà, avec les enfants. Souvent, il n'y aura peut-être pas de sujet très intéressant à aborder, mais le jour où l'enfant a envie de parler de quelque chose, d'un youtubeur qu'il a découvert, qu'il a enthousiasmé, ou d'un youtubeur qu'il a découvert, qu'il a horrifié, eh ben, il saura qu'il peut en parler. Et s'il est victime de harcèlement, il saura que là, au moment du repas du soir, il y a une fenêtre pendant laquelle il peut en parler. Donc vous voyez, il ne faut pas que les parents s'imposent des contraintes terribles d'échanger tout le temps avec leur enfant, mais il faut créer cette fenêtre d'opportunité. Et le repas du soir, c'est idéal pour ça. Bah écoute, en plus on est sur l'année de la citoyenneté numérique, donc finir sur cette question démocratique et préparer les citoyens de demain, je trouve qu'on ne peut pas faire mieux en